Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et s'il y a bien un domaine dans lequel la prévention peut jouer un rôle fondamental, eh bien c'est celui de notre santé mentale. Et quel est l'un des principaux facteurs de risque de sa dégradation ? Eh bien ce sont nos conditions de travail, bien dans sa tête, bien au travail. On en parle sur le plateau de La Santé d'abord. Alors cela fait des années qu'on nous rabâche ce concept de qualité de vie au travail qui dit salarié heureux, dit salarié plus performant et tout le monde est content. Alors les entreprises ont-elles réellement joué le jeu ? Qu'en est-il de la santé mentale des salariés mais également des chefs d'entreprise en 2022 ? Il y a autant de questions pour mes invités aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Gaël Châtelain-Berry, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes conférencier, écrivain, chroniqueur, consultant, créateur du concept de management bienveillant et de podcast Happy Work, une quotidienne que je vous recommande pour être heureux au travail, pour être happy. Florent Dupas, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes directeur marketing entreprise chez Harmonie Mutuelle et créateur d'un programme très pertinent qui permet aux entreprises d'évaluer de façon scientifique la santé mentale de leurs salariés. On verra que c'est surtout l'état de fatigue, l'énergie, etc. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Marc Bignet qui est greffier au tribunal de commerce et créateur d'un dispositif de soutien psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë baptisé APESA, parce que c'est vrai que les chefs d'entreprise, c'est un peu les laissés pour compte dans l'histoire, dans cette histoire de qualité de vie au travail. Alors, avant de voir avec vous comment prendre soin de cette ressource essentielle qu'est la santé mentale, déjà, qu'est-ce qu'on entend par santé mentale ? Gaël ? Selon moi, la santé mentale, c'est de pouvoir arriver au bureau sans avoir ce qu'on appelle une boule au ventre. Et on a tous et toutes connu ça, de façon plus ou moins importante. Mais à partir du moment où on commence à se dire « Tiens, je vais snoozer 15 fois avant de sortir de mon lit et je vais avoir ce petit pincement-là », c'est là où on commence à parler de santé mentale jusqu'au harcèlement moral. On en parlera après. Il y a vraiment toutes les échelles. Ouais, puis c'est une notion assez complexe et multidimensionnelle parce qu'on peut retrouver dans la santé mentale ce que vous avez dit, mais on va retrouver aussi des troubles émotionnels quand on n'arrive pas à contrôler son anxiété, quand on commence à s'en sentir découragé au quotidien. Et puis c'est très à la mode en ce moment parce qu'on vit dans des mondes très numérisés avec l'infobésité, l'hyperconnexion. Et dans la santé mentale, il y a aussi des sujets de quand le cerveau est fatigué et qu'on n'arrive plus à prendre des décisions, à mémoriser, à se concentrer ou quand on commence à ruminer. Bref, c'est une santé mentale, c'est une vraie dimension de l'individu. C'est un des principaux déterminants de la santé des salariés et des chefs d'entreprise dans le monde du travail. Alors, un Français sur 4, on parle de médicaments, mais un Français sur 4 souffre d'une maladie mentale. Les Français sont champions du monde de la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'est vrai que les médecins ont la main un petit peu leste. Chez nous, en matière de psychotrope, c'est un peu la solution de facilité, mais justement, l'importance de la prévention de ces troubles, elle est importante à rappeler et elle passe par un dépistage le plus précoce possible. Alors, quels sont les premiers signes d'un mal-être au travail qui doivent nous alerter? Donc le premier signe, c'est s'écouter et se dire « ce n'est pas normal que je sois fatigué ». Littéralement. Et surtout que je n'arrive plus à me lever le matin, à sortir de mon lit. Ça, c'est un... Alors, là souvent, c'est peut-être trop tard. Ouais, là, on est dans le burn-out en général. Il y a le burn-in juste avant. Il faut bien s'écouter, en fait. Il faut bien s'écouter, oui. Florent ? Tout à fait, et puis ça devient un vrai sujet dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui les entreprises doivent se transformer pour rester compétitives, doivent s'adapter à un environnement qui est de plus en plus incertain, et ces transformations, elles s'accélèrent, elles sont rapides, et elles sont souvent en fait exigeantes pour les salariés, parce que ça veut dire plus d'agilité, plus de polyvalence, plus de nouvelles compétences à acquérir, plus de télétravail, et plus de travail, tout court. Donc ça définit un cadre exigeant et en fait les entreprises et les individus au travail ont absolument besoin à un moment donné de se poser. Voilà, combien de fois dans une carrière on a 20 minutes pour se poser sur comment je vais. Et c'est un vrai recul sur soi qu'il faut faire à un moment donné pour s'écouter, pour écouter des warnings qu'on a physiquement, émotionnellement. Il y a plein de dimensions qui rentrent en comment je vais, surtout, comment je vais. Et surtout, est-ce que je fais aujourd'hui a toujours du sens en plus, dans ma vie aussi, parce que c'est vrai que... Vous savez, la question du comment ça va,
c'est bien d'attendre la réponse en fait. Et combien de managers demandent comment ça va et la personne commence à répondre, mais en fait, il s'est déjà barré. Et cette question, non mais vous avez des entreprises. Je pense qu'on l'a tous vécu. Je pense à une entreprise comme Unilever, un manager quand il arrive au bureau, il a obligation, c'est dans la charte, de dire bonjour à tous ses collaborateurs et collaboratrices, de demander comment ça va et d'attendre la réponse. Alors, j'ai une amie qui est directrice générale d'une filiale qui m'a avoué, bon, j'essaie d'arriver plus tôt parce que sinon si je dois dire bonjour à tout le monde, ça me prend beaucoup de temps le matin. Mais c'est écrit dans une charte. C'est écrit, oui, tout à fait. Le rôle des managers est aujourd'hui primordial, puisque on l'a décrit, les entreprises se transforment, les modèles changent, donc il faut s'adapter. Et les managers sont une courroie à la fois de régulation et d'acteurs pour justement essayer de préserver l'énergie ou l'équilibre des salariés. Donc le rôle des managers est fondamental. Je vais même encore plus loin, je pense qu'un burn-out dans une équipe, on devrait considérer que c'est une faute professionnelle des managers. On ne peut pas, j'étais manager pendant 20 ans, je suis assez fier quand même de ne jamais avoir eu de burn-out dans mon équipe et d'avoir dit à des collaborateurs et collaboratrices qui étaient fatigués, rentre chez toi. Non mais je ne vais pas avoir fini. Mais on ne sauve pas de vie. Ouais. Ta santé passe avant tout le reste. Exactement. Donc une équipe où il y a beaucoup de burn-out, il faut peut-être remettre en question le management. Il faut Mais vous savez, c'est en France, on demande, un manager, il est évalué par son propre management. Vous avez de plus en plus d'entreprises où c'est l'équipe qui évalue le manager tous les trimestres ou tous les semestres. Ce qui permet non pas de punir le manager, mais de le former. De le former et de voir pourquoi ça dysfonctionne, quoi. Ouais. Alors, une des causes majeures, on en parlait tout à l'heure, de la dégradation de notre santé mentale, c'est le harcèlement au travail. C'est vrai, on en parle de plus en plus, la parole se libère. Mais cela n'empêche pas encore de nombreux salariés, malheureusement, de sombrer dans la dépression. Et je vous propose d'écouter le témoignage très fort d'un homme de 45 ans qui a préféré rester anonyme. Il vient de passer 1 an dans une jeune start-up, 1 an de cauchemar. C'est un reportage de Charles Wright. En fait, dans mon précédent emploi, je travaillais pour une start-up qui était assez jeune. On m'avait donné un binôme technique. Dès le début, j'ai vu que lui et moi, personnellement, ça allait pas correspondre et qu'on n'allait pas s'entendre. Et j'avais demandé à changer de binôme, ce qui a été refusé. Et j'ai dû travailler pendant 1 an avec cette personne. Il avait, entre guillemets, plus de pouvoir que moi et il a demandé à son management d'avoir ma peau. Du jour au lendemain, on a commencé à être désagréable avec moi, à être agressif avec moi, à m'expliquer que ce que je faisais était négatif, pas bien. Tout ça dans la perspective de me démoraliser, de me démotiver, pour que, en fait, je parte de moi-même gratuitement pour l'entreprise. Pour me réconforter, je mangeais le soir, je mangeais bien le soir. C'était une sorte de réconfort physique, le fait de manger, donc j'ai pris pas mal de poids. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est de se dire, mais c'est pas de ta faute en fait. Néanmoins, je me sens toujours coupable. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui vont pas bien, le fait d'en parler, j'ai toujours ce petit sentiment de culpabilité. C'est peut-être de ma faute, c'est peut-être moi. J'ai pas encore fait mon deuil de cette entreprise. Oui, c'était juste évident qu'il fallait que je parte. Alors, quand on est victime de harcèlement, c'est vrai qu'au départ, on n'en a pas toujours conscience, on peut être dans le déni, ou alors on est dans la culpabilité, comme notre témoin. Mais déjà, comment savoir si on est bien victime d'un harcèlement? Qu'est-ce qui est considéré comme harcèlement moral aujourd'hui? Moi, je suis un petit peu extrémiste sur le sujet. Non, mais c'est vrai, pour moi, le harcèlement moral, ça commence par un manager qui envoie un mail à 22h, un vendredi ou un samedi ou n'importe quand. C'est à partir du moment où on rentre dans l'intimité de quelqu'un, quand on commence à dénigrer le fait qu'il a le droit d'avoir une vie privée, par exemple. Là, le témoignage, c'est du témoignage extrême. Enfin, c'est vraiment... il faut avoir conscience que le bien-être est fondamental. Une vie privée, c'est fondamental. Et encore une fois, qu'on ne doit pas souffrir au travail. Voilà, donc ça commence quand on commence justement à ne plus respecter c'est exactement la vie privée comme des gens. les violences conjugales. Je me rappellerai toujours de cette femme qui m'avait dit « Mon mari vient, je ne peux pas dire les insultes, vient de m'insulter. » Et je fais « Barre-toi, parce que ça va devenir de pire en pire. » Et c'est devenu de pire en pire. Un manager qui traite quelqu'un d'abruti dans une réunion, c'est du harcèlement. Et il faut y être attentif. Mais c'est le rôle de chaque individu, mais collectivement également. C'est-à-dire que bien souvent, la personne harcelée va finir par être isolée parce que les autres se disent « C'est pas tombé sur moi. » J'ai connu un patron qui hurlait sur les gens, et quand il ne nous hurlait pas dessus individuellement, on disait « C'est bon, c'est tombé sur le voisin. » Donc il y a une responsabilité collective. Oui, et puis c'est une notion qui est difficilement matérialisable parce qu'il y a plusieurs causes qui peuvent amener un salarié à se dire je suis victime de conduite harcelante. On pense généralement pas au fait que certains managers encadrants ont tendance à donner des consignes paradoxales au quotidien ou à donner des consignes à des salariés sans que le salarié ait les ressources nécessaires pour pouvoir faire ses objectifs. Et ça peut être un début vécu comme un harcèlement moral de la part de salariés, de se dire mais
sur le papier, je sais ce qu'on attend de moi, mais au quotidien, on me demande de faire des choses qui sont inutiles ou des choses qui sont paradoxales ou des choses qui ne sont pas faisables. Et là, on rentre dans un engrenage qui peut effectivement amener à ce type de comportement. Alors, en tant que salarié, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on parlera des solutions au niveau du management, mais déjà, qu'est-ce qu'on fait quand on se dit là, je suis quand même dans une situation de harcèlement, en tout cas, il y a des signes. Qu'est-ce que je fais? À qui on s'adresse avant de partir, bien sûr, mais... Il y a plusieurs recours, c'est effectivement déjà le verbaliser avec son manager, mais pourquoi pas aussi avec des collègues, pour voir si d'autres collègues sont confrontés à la même situation, de l'objectiver, d'aller voir son manager pour confronter cette vision avec ce que vit le salarié. Mais il y a aussi les services RH qui ont un rôle prépondérant à jouer, les partenaires sociaux, le CSE, la médecine du travail. Il y a aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font appel à des assistantes sociales ou à des psychologues du travail pour justement avoir des mains tendues à ces salariés qui seraient en difficulté. Donc aujourd'hui, il y a un vrai mouvement justement pour accompagner ces phénomènes qu'on peut voir ici ou là. J'ai un petit conseil, mais alors tout bête, si vous avez un doute, c'est de faire un mail aux ressources humaines en disant « Je ne sais pas, je ne suis pas bien sûr, mais je pense être victime de harcèlement moral ». À partir du moment où dans un écrit aux ressources humaines, c'est écrit harcèlement moral, généralement les choses bougent. Et comment former les managers justement à prévenir ces situations de harcèlement? Parce que vous le disiez tout à l'heure, ils m'ont donné par exemple des informations contradictoires. Ils n'ont pas, eux, forcément l'impression de harceler leurs salariés, mais comment leur faire prendre conscience que certaines choses ne sont pas cohérentes En fait, vous savez qu'il n'y a que 40% des managers en France qui ont eu une formation en management. Je suis issu d'une grande école de commerce. Sur 3 ans de parcours, j'ai eu 3 heures de formation en management. Et ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Vous appelez les 5 plus grandes écoles de commerce de France ou les grandes universités, ça n'a pas changé. Donc déjà, former les managers et leur dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a des choses qui doivent être faites. De ne pas arriver en retard, de dire bonjour, de ne pas envoyer d'email après telle heure. D'écouter la réponse de son salarié quand on lui demande comment il va. Je fais beaucoup de conférences devant des parterres de managers. Et si je fais ce métier-là, parce que j'étais manager pendant 20 ans avant, mais je suis consterné, malheureusement, par le niveau de compétences, que c'est un métier. Manager, c'est vraiment un métier avec des compétences qu'on doit acquérir et qui peuvent s'acquérir facilement. Ouais, être éduqué aux pratiques managériales, c'est pas 3 heures, c'est un travail beaucoup plus fastidieux que ça, parce que la casquette de management, elle est multidimensionnelle, il faut savoir écouter, donc c'est quoi les niveaux d'écoute, il faut savoir réguler une charge de travail, il faut savoir aussi, il faut être disponible, il faut savoir aussi enrichir le travail des collaborateurs. On parle de harcèlement moral, mais on pourrait parler aussi du sens du travail, qui est une notion aujourd'hui ou de l'ennui au très travail, à la mode, du boring out, du bore-out. Donc c'est comment, effectivement, en tant que manager, je m'assure que j'enrichis au quotidien le travail de mes collaborateurs pour qu'ils se retrouvent dans le projet de l'entreprise. Donc voilà, c'est un rôle extrêmement important, ce rôle de management, et bien souvent, les managers sont recrutés parce qu'ils ont des excellentes compétences techniques, mais pas forcément managériales. Compétences relationnelles, par exemple. Alors bon, on est bien d'accord dans ce domaine de la santé mentale au travail, mieux vaut prévenir que guérir. On a vu les conséquences souvent dramatiques. Et je rappelle quand même qu'en France, on est, en Europe, c'est ça, la France est numéro 2. Dans le monde, on est numéro 2 mondial. Dans le monde. Dans le monde, il n'y a que le Japon qui nous bat. Donc globalement, entre 10 et 12% des salariés vont faire un burn-out. Au moment où on se parle là, 2,5 millions de salariés sont en burn-out sévère. 2,5 millions. Et en fait, vous parliez de QVT en introduction. Il aura fallu attendre la vague de suicides chez Renault et chez France Télécom de 2008 pour qu'on parle de QVT. C'est vrai. Là, il faut attendre de qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, bien sûr. Il faut attendre 5-6 millions de burn-outés pour agir, parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est en burn-out, ça peut durer 1 an, voire plus, et c'est niveau de productivité 0. D'où la prévention. Tout le monde a intérêt à faire. Alors, moi, je prône le management bienveillant, ça c'est mon dada depuis quelques années, mais tout le monde y a intérêt. Le salarié, il va être plus productif, il va être content, l'entreprise ne va pas payer quelqu'un qui va être en arrêt maladie. Bref, tout le monde est gagnant. Alors justement, Florent Dupas, ça tombe très bien, vous avez créé un outil très pertinent qui permet aux entreprises d'évaluer le niveau d'énergie et de fatigue de leurs équipes. Racontez-nous comment ça fonctionne concrètement. Avant que ça commence à fonctionner, déjà, ça répond à un besoin très simple des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont du mal à avoir des données assez objectives et assez chiffrées sur comment vont mes équipes. On le disait tout à l'heure, le manager qui va demander comment ça va, des fois le manager n'attend pas la réponse. Mais quand on dirige une entreprise, c'est très compliqué de savoir comment vont les gens. Et donc la solution, elle a pour but d'aider les DRH et les décideurs d'entreprise à objectiver comment vont les équipes. Et donc ça marche en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on va inviter tous les salariés de l'entreprise à tester scientifiquement leur niveau de stress et de fatigue. Et en fait, le service qu'on propose aux salariés, c'est de se poser
25 minutes sur eux-mêmes, voilà, de faire un arrêt sur image pendant 25 minutes et de répondre à 150 questions sur comment je vais physiquement, mentalement, émotionnellement, qu'est-ce qui dans ma vie privée, qu'est-ce qui dans ma vie professionnelle va me fatiguer ou au contraire va m'énergiser. Donc c'est vraiment un moment à soi, d'autant plus que le salarié va pouvoir avoir un bilan de comment je vais et devenir acteur de son niveau d'énergie. Et puis après, ça nous permet, avec cette solution Harmonie Potentiel Humain, de pouvoir diagnostiquer sur toute l'entreprise comment vont les équipes, comment vont les managers, comment vont les cadres dirigeants, comment vont les salariés. Et on va être capable de comprendre quels sont finalement les ressorts qui sont en ligne de compte. Est-ce que telle équipe est en manque de repères sur le sens du travail? Est-ce que certaines équipes sont plutôt fatiguées par la conciliation vie pro, vie privée? Et donc la troisième étape de cette solution, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir agir sur les bons leviers. Parce que voilà, une politique RH, c'est de l'argent, beaucoup d'entreprises investissent dans la qualité de vie au travail, dans beaucoup de choses, mais finalement, est-ce qu'on agit sur les bons leviers? Là, avec cet outil de mesure scientifique, on va pouvoir d'identifier les situations problématiques et de pouvoir apporter des solutions. Par exemple, vous avez des exemples en tête d'entreprises qui ont trouvé des solutions grâce à votre outil, qui ont pu améliorer la qualité de vie Tout à fait, alors j'ai plein d'exemples, mais dernièrement, une entreprise qui pensait que tout allait mal au niveau des équipes, et puis finalement, on voit que 90% des gens qui vont bien, effectivement, il y a 10% des gens qui vont pas bien. Une autre entreprise qui pensait qu'il y avait une perte de sens du travail, et en fait, on s'est rendu compte que le sens au travail, s'il y a des salariés qui aiment le travail qu'ils font, qui trouvent vraiment leur travail intéressant, c'était la première source d'énergie au quotidien dans l'entreprise. Donc ça permet aussi, avec cette solution, de montrer qu'il y a des choses qui marchent. Beaucoup d'approches QVT, RPS ont tendance à parfois focus uniquement sur la souffrance au travail, ce qui va mal. Là, on montre des choses qui marchent bien. Donc voilà, c'est de montrer aussi qu'il y a on parle de happy work, c'est des choses qui sont très positives dans l'entreprise. Et puis après aussi, des fois, des entreprises qui se rendent compte que finalement, elles poussent le curseur en matière de stratégie très très loin, mais que les salariés ne s'y retrouvent pas dans cette stratégie, qu'ils n'arrivent pas à comprendre, à faire confiance à l'entreprise sur où va l'entreprise. Ça peut être aussi des pratiques managériales qu'on voit qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Et puis ça peut être des exemples encore plus très concrets, des équipes qui travaillent la nuit, qui s'alimentent mal parce qu'elles sont toutes seules dans l'entreprise et que le rythme de travail sont très élevés. Donc voilà, on peut faire ressortir plein de sujets sur l'organisation du travail, sur l'alimentation, sur le sport. Oui, ça permet vraiment d'avoir une cartographie de ce qui va pas dans l'entreprise. Et je précise que ce programme est basé sur une approche scientifique élaborée par nos amis belges. C'est vrai que là-bas, la qualité de vie au travail est très importante. Tout à fait. Ce qui en fait un programme vraiment inédit. Oui, c'est un programme inédit parce que pendant 4 ans, en 2013, il y a des chercheurs, des psychologues, des médecins qui ont essayé de se dire voilà, il existe aujourd'hui aucun outil qui permet à un salarié de se poser 20 minutes sur soi et de faire un check-up au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et de balayer aussi tous les aspects de la vie qui peuvent nous fatiguer. Aujourd'hui, le rôle d'une entreprise, c'est de s'assurer qu'en fait, tous les salariés ont encore du carburant, l'énergie nécessaire pour s'investir dans leur vie professionnelle et personnelle. Et cet outil, mis au point par les chercheurs belges, va s'intéresser à 360 degrés de tout ce qui peut nous fatiguer ou nous énergiser. Et il y a à peu près une trentaine de facteurs dans notre vie qui peuvent nous donner de l'énergie ou au contraire nous fatiguer. Donc il faut regarder notre charge de travail, il faut regarder est-ce qu'on est dans l'infobésité ou pas, est-ce qu'on a tendance à être hyper connecté, est-ce qu'on s'alimente correctement, est-ce qu'on fait suffisamment de sport, est-ce que la logistique familiale quand on a des jeunes enfants est une vraie contrainte et qui peut amener du stress. Bref, le côté inédit de la démarche, c'est qu'on va vraiment être centré autour de l'individu, sur ce que vit le salarié dans son environnement global. Et l'approche inédite surtout, c'est qu'on retransmet au salarié comment il va. On parlait tout à l'heure de comment aider des collaborateurs qui sont peut-être au fond du trou. Eh bien, la première chose, c'est quand on reçoit un bilan sur comment on va, on peut devenir aussi acteur de son niveau d'énergie. Et à force d'être dans la tête dans le guidon dans les entreprises, on ne pense plus à soi, on ne pense plus à s'arrêter quelques instants sur soi. Et là, on redevient acteur de son propre bien-être, de sa propre santé, de sa santé mentale. Gaël Châtelain-Berry, malheureusement, vous devez nous quitter, mais merci en tout cas d'être venu sur ce plateau de La Santé d'abord. Merci pour votre happy intervention. Merci à vous. On a appris plein de choses grâce à vous. Merci beaucoup. Florent Dupas, vous restez avec moi et je vais vous parler maintenant d'un autre outil très pertinent, sachant qu'aujourd'hui, 80% des employés attendent un engagement de l'entreprise pour leur bien-être mental. Eh bien, il existe aussi la solution Mocacar qui propose des psychologues pour accompagner les salariés en difficulté. C'est un reportage de Charles Wright. En fait, aujourd'hui, je pense que les entreprises sont confrontées à un enjeu massif autour de la santé mentale des salariés. Aujourd'hui, il y a une étude d'Empreinte Humaine qui est sortie et qui dit qu'il y a 34% des salariés qui sont en situation de burn-out et 13% qui sont en situation de burn-out sévère. Les principales choses qu'on observe, c'est bien sûr un arrêt de travail qui est souvent de très longue durée, un retour au travail qui est compliqué et qui doit être extrêmement bien accompagné, des effets en chaîne et en cascade sur l'ensemble de l'entreprise. Personne n'a envie de travailler dans une entreprise où il y a des burn-out et où on est épuisé. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on observe assez régulièrement.
Déjà, la première partie, c'est qu'on va accueillir le salarié sur notre application pour justement le guider vers le bon praticien. La première étape, ça va être tout simplement de répondre à quelques questions sur qu'est-ce qu'il ressent maintenant, quelles sont les thématiques qu'il a envie d'aborder, où est-ce qu'il habite. L'objectif de ça, c'est de pouvoir lui permettre de rencontrer un praticien physique si jamais il souhaite. Ensuite, il va avoir un appel d'orientation et cet appel aura pour but, avec nos psychologues référents, de le guider, vraiment de comprendre toutes les thématiques qu'il peut avoir et de le guider vers la bonne approche. Et la troisième étape, c'est la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, on prend des rendez-vous en moins de 48 heures dans la majorité du temps. Et l'objectif, c'est qu'il puisse avoir un soutien qui est à la fois personnalisé, extrêmement rapide, en physique ou en visio, ou que ce soit en France et en Europe. Voilà, rendre la santé mentale accessible à tous, enfin pouvoir parler de tout avec la bonne personne et au bon moment et surtout rapidement. Saluons donc ces deux belles initiatives, MocaCare et la solution Harmonie Potentiel Humain que vous nous avez présentée, Florent Dupas. Alors quand on parle de santé mentale au travail, c'est vrai qu'on pense surtout salariés, mais on pense rarement aux chefs d'entreprise, ce sont un peu les laissés pour compte. Marc Bignet, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes greffier au tribunal de commerce et créateur d'un dispositif de soutien psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë baptisé APESA. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on les oublie un peu ces chefs d'entreprise et pourtant ils ne vont pas forcément très très bien en ce moment. Qui demande au dirigeant, lui, comment il va? Exactement. Et finalement, on se rend compte qu'on demande aussi énormément de choses aux entrepreneurs, finalement de s'occuper de tout. Le constat que j'ai fait, c'est que leur expliquer des procédures quand ils ont pour certains des idées sombres, c'est un peu compliqué. D'où l'idée de créer ce dispositif APESA. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de maltraitance des chefs d'entreprise? Il y a quand même 2 suicides par jour de chefs d'entreprise en France, ou c'est un terme peut-être qui va un peu loin? Alors, je pense qu'on peut parler de maltraitance, mais en disant aussi qu'ils contribuent aussi à leur propre maltraitance. C'est ça d'ailleurs une partie du problème. Je pense que lorsque les difficultés... Alors, il y a le problème de la santé des entrepreneurs lorsque l'activité d'entreprise va bien, c'est un sujet, parce que ça peut aussi épuiser, absorber, et que sans limite, on épuise son potentiel de santé, mais que les problèmes sont également démultipliés lorsque les difficultés financières arrivent. Que les entrepreneurs sont des gens qui travaillent déjà beaucoup en temps normal. Moi, j'ai l'habitude de dire que devenir chef d'entreprise, c'est d'avoir l'immense liberté de pouvoir travailler 70-80 heures par semaine sans que jamais d'ailleurs personne ne vous dise que c'est trop. Et une des problématiques, qui d'ailleurs rejoint une problématique de tout un chacun, c'est de mettre des limites, de s'auto-limiter. Voilà. Et on voit bien qu'il y a une articulation à trouver entre un collectif de chefs d'entreprise et un entrepreneur qui est indépendant, pour que ce statut d'indépendant, lorsque les difficultés surviennent, ne se retourne pas contre lui et qu'il se retrouve tout simplement seul. Voilà. Il y a un texte de loi qui a été voté seulement l'an dernier qui s'intéresse justement à la santé mentale des employeurs. Les associations de médecine du travail vont pouvoir s'occuper de la santé des entrepreneurs. Ce qu'il faut rappeler, c'est que sociologiquement, les choses ont un peu changé, dans la mesure où on passe aujourd'hui beaucoup plus facilement du statut de salarié à celui d'entrepreneur, alors qu'autrefois, les choses étaient peut-être un peu plus stables. Florent Dupas, vous proposez, vous, des choses au sein de votre programme aux chefs d'entreprise? Est-ce que vous évaluez aussi leur état de fatigue, d'énergie Tout à fait, parce qu'avec Harmonie Potentiel Humain, on invite tous les salariés à tester scientifiquement leur niveau de stress et de fatigue, que ce soit le dirigeant, les managers, les collaborateurs, tout le monde est logé à la même enseigne parce que tout le monde peut devenir acteur de son niveau d'énergie. Et donc le dirigeant comme le manager ou comme le salarié, tout le monde reçoit son bilan personnalisé. Et quand on consolide les résultats individuels, eh bien, ça permet à l'entreprise de voir comment est en forme le comité de direction, comment sont en forme les managers, comment sont en forme les salariés ou les différents métiers. Et généralement, les différences sont fondamentales. Les ressorts de l'énergie ou de la souffrance sont aussi totalement différents entre des managers, des dirigeants ou des salariés. Donc on essaye de prendre soin de tout le monde et on essaye justement de donner les clés à tout le monde, que ce soit au niveau individuel et collectif, de pouvoir agir en la matière. Et c'est important parce que, comme vous le disiez, effectivement, le ou les dirigeants d'entreprise aujourd'hui doivent absorber une multitude de chocs. On le voit avec le choc Covid, le choc du conflit Russie en Ukraine qui a des impacts sur le business des entreprises. Mais il y a tellement de choses à absorber pour un dirigeant d'entreprise, des nouvelles pratiques environnementales, des nouvelles pratiques RH, des nouvelles générations de salariés à manager. Bref, aujourd'hui, l'évolution de la société, les chocs exogènes, endogènes, il y a plein de choses pour une entreprise à absorber. Donc le métier de dirigeant est de plus en plus dur et ça demande une certaine agilité.
Marc Vignier, il y a combien d'associations à PESA aujourd'hui en France? Alors, sur le territoire national et outre-mer, il y a 66 associations et ça regroupe aujourd'hui 84 tribunaux de commerce et 7 tribunaux mixtes de commerce. La PESA existe en Nouvelle-Calédonie, à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Donc on a fait école, on a franchi les mers. Et on regroupe 1500 psychologues sur tout le territoire national. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui a besoin d'un soutien psychologique, eh bien, comme on est déployé sur tout le territoire national, en moins de 30 minutes, il peut bénéficier d'un soutien psychologique, d'un premier soutien psychologique, d'une première écoute. Et ensuite, on lui offre, et c'est financé, c'est l'objet des associations locales que de rechercher des financements, 5 consultations avec un psychologue. Et on ne mesure pas, quand on va très bien, ce que peuvent représenter 5 consultations avec un psychologue. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à mes invités, voilà, et encore bravo pour votre engagement au service de la santé mentale des Français. C'était une émission très positive grâce à vous. Merci encore. Merci à Valérie Darmon et à Margot Miller de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci de votre attention. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.